Je ne peux pas rentrer dans le détail de ce qui se passe en 1998, mais il y a deux événements majeurs qui déclenchent les hostilités. Numéro 1, comme l'avaient déjà remarqué les professeurs, les nouveaux trades d'arbitrage sont très difficiles à trouver. Toutes les variables de risque sont au minimum parce que les arbitragistes les compressent à force de parier dessus. Preuve que les paris des professeurs sont répliqués par le tout Wall Street. Les stratégies appliquées par LTCM n'ont rien d'original. Les arbitragistes commencent à sentir qu'il n'y a plus de marge de manœuvre pour gagner de l'argent dans ce domaine. Ainsi, ils commencent à vendre leur position et cherchent d'autres opportunités. Parmi ces arbitragistes qui commencent à jeter l'éponge, il faut mentionner le cas de l'ancienne banque des professeurs, Salomon Brothers. En ce début d'année 98, alors que la banque est affaiblie depuis le scandale Moser de 1992, Warren Buffett finit par vendre Salomon Brothers, en faisant un bénéfice, à Travelers Group. À ce moment-là, le département arbitrage mis en place par Meriwether puis géré par les professeurs est toujours en activité et poursuit les mêmes stratégies que LTCM en utilisant les mêmes modèles et les mêmes hypothèses de marché efficient. Or, Sandy Weill, le boss de Travelers Group, qui va bientôt fusionner avec Citicorp pour donner l'actuel Citigroup, n'apprécie pas du tout ces traders arbitragistes qui s'accaparent des bonus de plusieurs dizaines de millions de dollars alors qu'ils ne touchent aucun malus quand ils perdent de l'argent. De plus, Weill trouve que l'arbitrage est une activité peu éthique et beaucoup plus risquée que ce que les modèles veulent bien dire. Il prend la décision de fermer le département, ce qui nécessite de vendre les positions. Mais attends, je comprends pas. Si les mecs vendent des trucs, ils provoquent une baisse des cours, mais normalement avec le hedge, t'es protégé contre la baisse. Ok, j'aurais pas dû dire vendre les positions, mais plutôt liquider les positions. On ne parle pas d'une baisse, mais plutôt d'une hausse. Les arbitragistes sont achetés A et empruntés puis vendus B pour parier sur la baisse de l'écart de valeur de la composante risque. Mais maintenant, pour sortir ou liquider leur position, ces mêmes arbitragistes se mettent à faire l'inverse. Ce qui a été emprunté et vendu doit être racheté et rendu, et ce qui a été acheté doit être vendu. Mais du coup, vendre A provoque une baisse de la valeur et acheter B provoque une augmentation. Donc l'écart de valeur entre les variables risques augmente. Or, LTCM n'est pas hedgé sur cette variable, puisque c'est justement là-dessus qu'il parie. Ah ouais, merde. Les pertes commencent à se faire sentir, mais les professeurs restent calmes. Après tout, leur plus grosse perte mensuelle n'a jamais été supérieure à 2,9%. De plus, à ce moment-là, les modèles leur disent que le risque de perdre 40% de leur capital en 30 jours est un événement à 10 sigma, c'est-à-dire un événement qui ne peut théoriquement arriver qu'une fois tous les 525 millions de milliards d'années. Donc pas un truc qui devrait arriver demain matin a priori. Pas vraiment, non. Mais le modèle des professeurs fait une hypothèse parfaitement acceptable la plupart du temps, mais complètement irréaliste en période de crise. Chaque nouvelle journée de cotation tombe aléatoirement à droite ou à gauche de la moyenne. Les marchés financiers n'ont pas de mémoire, chaque journée est indépendante de la précédente. Or, le principe même de la panique boursière, c'est la boucle de rétroaction. Chaque journée de perte fait naître une peur qui incite les traders à vendre, ce qui provoque une nouvelle journée de perte, donc une nouvelle incitation à vendre, donc une nouvelle journée de perte, etc., etc. Les tirages ne sont plus aléatoires, les marchés développent soudainement une mémoire. Et c'est exactement ce qui commence à arriver quand les premiers arbitragistes liquident leur position. L'effet boule de neige démarre petit à petit et les professeurs, comme la grande majorité des autres acteurs du marché, ne le perçoivent pas tout de suite. Mais on n'avait pas dit que normalement, la panique entraîne des variations débiles, non rationnelles, qui représentent des opportunités pour les traders justement rationnels du marché? En théorie, oui, mais quand la baisse soi-disant irrationnelle démarre, tout ce qu'un trader rationnel sait, c'est que selon lui, la baisse n'est pas justifiée et que selon lui, c'est une opportunité d'achat. Le problème, c'est que son analyse ne se vérifiera que lorsque suffisamment de traders feront la même chose que lui, ce qui fera remonter les cours. Le problème n'est donc pas de savoir si l'analyse est juste ou non, le problème est de savoir si suffisamment de monde va valider cette analyse et agir en conséquence. Ah ouais, ok, effectivement. Donc, plus d'opportunités d'arbitrage, certains mecs liquides, dont Salomon Brothers, la boule de neige est lancée, ça commence à être la merde. Oui, je te rappelle que nous sommes en 1998, la crise financière de 97 a frappé de plein fouet les tigres asiatiques. Alors que les arbitragistes commencent à frissonner, les regards se tournent vers l'économie capitaliste émergente de Russie qui, à la frontière entre Europe et Asie, a été touchée par la crise. Son économie est au plus mal. Les Russes, comme tous les autres pays émergents, sont obligés d'emprunter des dollars pour importer des marchandises et des services venus du reste du monde, car peu d'entreprises non russes acceptent de se faire payer en roubles. Face à la crise qui les touche, les Russes ont désespérément besoin de dollars, d'autant plus que le prix du pétrole qu'ils exportent, source de billets verts, est en train de chuter.
En juin 1998, le gouvernement russe emprunte 1,25 milliard de dollars à un intérêt de 12% par an. Les professeurs pensent que ce taux de 12% est très élevé, que la Russie, puissance nucléaire, ne peut pas faire défaut. Attends, quel rapport entre puissance nucléaire et ne peut pas faire défaut? C'est une espèce d'adage. Les pays qui possèdent l'arme atomique sont les plus puissants du monde, donc ils ne font pas défaut. Bah, puissante analyse. Tout le monde raisonne comme ça à ce moment-là. LTCM achète pour plusieurs centaines de millions de dollars de ses obligations en ne croyant pas une seule seconde au défaut russe. Mais les professeurs ne sont pas fous. LTCM est un fonds qui fait de l'arbitrage. Tous les paris, sauf quelques exceptions, doivent être hedgés. Ainsi, les professeurs se disent que si la Russie devait faire défaut, elle se retrouverait dans une position économique tellement précaire, car plus aucun investisseur ne lui ferait confiance, qu'elle serait obligée de dévaluer sa monnaie, seul moyen pour booster les exportations et maintenir l'approvisionnement en dollars. Alors tiens, petite question existentielle. Comment un pays peut-il dévaluer sa monnaie, donc lui faire perdre de la valeur par rapport aux autres monnaies, alors que ce sont les marchés financiers qui décident via l'offre et la demande de la valeur d'une monnaie? Tu peux y arriver par de la régulation bancaire et par une intervention de la Banque centrale. Mais pour faire simple, disons que la valeur du rouble par rapport au dollar à cette époque-là est fixée par les autorités russes et pas par les marchés financiers. C'est pour ça qu'on parle de dévaluation, sinon on devrait dire dépréciation. Ah, donc les professeurs pensent que si la Russie devait faire défaut, elle dévaluerait sa monnaie. Donc ils parient sur la baisse de valeur du rouble par rapport au dollar. C'est ça. Si tout se passe bien, la monnaie n'est pas dévaluée. Ils ne perdent rien sur le hedge et prélèvent des intérêts de 12% sur les obligations qu'ils ont achetées. Si ça se passe mal, ils perdent l'argent prêté et les intérêts, mais amortissent la perte grâce au pari sur la dévaluation. Eh ben ça semble être un bon pari, non? Oui, ça se tient. Contre toute attente, le gouvernement russe fait défaut sur sa dette souveraine en août 1998, mais pas vraiment sur sa dette en dollars, pas vraiment sur les obligations que les professeurs ont achetées. Comment ça pas vraiment? Soit tu rembourses pas. Le gouvernement russe se contente de suspendre le paiement des intérêts sur la dette en dollars pendant 3 mois. Cependant, suspension du paiement des intérêts en dollars plus défaut sur la dette en roubles, les investisseurs paniquent complètement. La valeur des obligations détenues par les professeurs plonge. Mais comme prévu, le rouble est dévalué dans la foulée. Le hedge de LTCM doit s'activer et compenser la perte de valeur des obligations. Ah, mais c'est bien joué ça. Sauf que la banque russe avec laquelle les professeurs ont parié fait faillite. LTCM n'empoche pas l'argent de son pari pourtant gagnant. Le hedge ne fonctionne pas. LTCM accuse une perte d'environ 430 millions de dollars. Ah bah c'est mal joué en fait. Le défaut russe surprend les marchés et l'effet boule de neige qui avait démarré au début de l'année avec la liquidation de certaines positions d'arbitrage devient une véritable avalanche. Tous les paris de LTCM se mettent à prendre l'eau. Les professeurs ont parié sur la réduction de toutes les variations de risque, et c'est exactement l'inverse qui est en train de se passer. La volatilité augmente et les spreads de swap décollent. L'idée est assez simple. Les professeurs ont parié sur la baisse de valeur des produits dérivés permettant de s'assurer contre la perte de valeur des actions. Ils ont également parié sur la réduction de l'écart de rendement entre les produits obligataires les plus risqués et les moins risqués. Or, à cause de la panique, les investisseurs classiques sont très demandeurs d'assurance contre la perte de valeur des actions. Donc le prix des options augmente. Côté obligataire, ces mêmes investisseurs vendent les produits financiers les plus risqués, ce qui fait baisser leur prix, donc augmenter leur rendement, et achètent les produits financiers les moins risqués, ce qui fait monter leur prix, donc baisser leur rendement. C'est le flight to quality, la course à la qualité. La composante risque ne se comporte pas du tout comme prévu. Les arbitragistes devraient se réjouir de cette apparente opportunité d'investissement, puisque la théorie de l'efficience des marchés affirme que cette panique n'est que passagère. Bientôt, les marchés redeviendront un univers de gains et de pertes aléatoires, sans aucune mémoire. La boucle de rétroaction n'est que temporaire. C'est exactement ce genre d'opportunité qu'avait saisi LTCM à ses débuts, en 1994, quand Greenspan avait soudainement augmenté le taux directeur de la Fed. Les arbitragistes devraient se ruer sur l'occasion, et ce faisant, stopper le mouvement de panique, stopper l'augmentation de la volatilité et celle des écarts de rendement sur les produits obligataires. Le problème, c'est que pour faire ça, il faut de l'argent, soit du capital, soit de la dette. Or, les injections de capital sont rares en période de crise, et les arbitragistes portent déjà un effet de levier maximal. Impossible d'en rajouter. Conclusion, les arbitragistes ne peuvent pas lutter contre la panique en augmentant leurs paris. Ils ne peuvent que patienter jusqu'à ce que la tempête cesse. Sachant que, tant qu'elle fait rage, ils perdent de l'argent. Or, comme l'aurait dit Keynes, enfin, n'est quand même pas trop sûr que la citation soit de lui, les marchés peuvent rester irrationnels plus longtemps que vous ne pouvez rester solvables. Donc les arbitragistes, craignant davantage le risque de faillite plutôt que le risque de manquer une éventuelle opportunité, liquident leur position plutôt que d'essayer de les tenir, ce qui ne fait qu'accentuer la tempête. Les traders froids et calculateurs de Merton ont déserté les marchés financiers. Tout le monde est dans le même sens, donc les vendeurs ne trouvent pas forcément d'acheteurs et inversement. Exactement, c'est une panique doublée d'une crise de liquidité. Les arbitragistes ont énormément de mal à trouver preneurs pour leurs actifs risqués qu'ils ont en portefeuille. Personne n'en veut. Ils ont tout autant de mal à racheter les actifs non risqués qu'ils ont vendus.
Tout le monde se les arrache. La soi-disant diversification des paris de LTCM, comme tu l'avais déjà remarqué, n'existe pas. Même s'ils ont été réalisés sur des marchés différents et en utilisant des produits financiers différents, les professeurs ont toujours misé sur la même variable. De plus, face à une telle crise, l'ancienne force des professeurs devient leur principale faiblesse. Ils sont trop gros. Comment liquider les positions perdantes pour stopper l'hémorragie avant la faillite, alors qu'ils possèdent une position globale de plus de 100 milliards de dollars, l'une des plus grosses du marché? Ah bah oui, putain. Plus t'es gros, moins tu trouves preneur. Mais alors du coup, t'as dit l'une des plus grosses. Ça veut dire que LTCM n'est pas le seul gros poisson à être dans la merde. Y a qui d'autre qui galère? Les banques? Oui, les grandes banques d'investissement ont toutes un desk d'arbitrage qui a pris les mêmes positions que LTCM. Encore une fois, les modèles des professeurs ont révolutionné le monde de la finance dans les années 70, mais dans les années 90, tout le monde les utilise. Par contre, les banques d'investissement ont d'autres activités sur lesquelles elles peuvent compter pour compenser les pertes. LTCM n'a rien d'autre que l'arbitrage. Oh putain, bon, la faillite arrive quand? Début 98, Merriweather est presque rassuré de voir enfin son hedge fund perdre un peu d'argent. Après 4 ans d'existence, les modèles prédisent bien que de modestes pertes sont plus que probables. De plus, qui dit perte dit futures opportunités d'investissement. Merriweather et les professeurs avaient justement rendu les 2,7 milliards de dollars à leurs clients parce que le fonds ne trouvait plus suffisamment d'opportunités. Donc tout ça est plutôt une bonne nouvelle. Ils doivent se trouver bien cons d'avoir rendu toute cette thune aux clients maintenant. Même si la panique ne gagne pas tout de suite les professeurs, la journée de trading marquée par le défaut russe en août 98 provoque une perte totale de 553 millions de dollars chez LTCM, là où les modèles donnent avec une certitude de 99,9% que la perte maximale journalière ne peut pas excéder les 100 millions. Les professeurs tentent de réduire leur exposition, mais il leur est impossible de trouver preneur pour leurs actifs. Ou alors, il faudrait faire baisser ou augmenter les prix à des niveaux tels que les pertes seraient encore plus massives. Encore une réalité dont le modèle de Merton et Scholz ne tient pas compte. Si le prix d'un produit financier était de 10 la veille, le modèle suppose qu'en cas de baisse, le prix passera par les valeurs de 9,9, 9,8, 9,7, 9,6, etc. Ce qui laisse largement le temps de vendre. La réalité est tout autre. Le dernier échange peut avoir été négocié à 10 et le suivant à 7. Les prix sautent d'une valeur à l'autre et ces sauts peuvent être massifs en cas de panique. Contrairement à ce que suppose le modèle, une courbe de prix n'a aucune raison d'être toujours continue. Bon alors, quand est-ce qu'ils commencent à paniquer les professeurs? Le défaut russe a clairement marqué le début de la panique. Merriweather se mord les doigts d'avoir rendu les 2,7 milliards de dollars aux clients quelques mois auparavant. Le levier du fonds est trop important et il est impossible de liquider les positions sans courir droit à l'insolvabilité. De plus, les positions de LTCM sont financées par des banques qui sont aussi en train de perdre de l'argent de leur côté. Elles exigent plus de collatéral, plus de garanties, et LTCM est incapable de délivrer. Merriweather tente de lever des fonds. Il faut trouver des clients prêts à investir. Les professeurs sont envoyés expliquer l'immense opportunité que représente un investissement dans LTCM à George Soros, à la fameuse banque d'investissement Goldman Sachs ou encore au richissime Warren Buffett. Leur argumentaire de vente est bien rodé. Les variables de risque bougent dans le mauvais sens pour le moment, mais quand tout reviendra dans l'ordre, les bénéfices seront massifs. Il suffit simplement d'injecter quelques milliards maintenant pour supporter la tempête. Ah bah oui, juste quelques milliards, merci. Je crois que j'ai laissé ça dans mon autre pantalon. Et c'est plus ou moins la réponse qu'ils obtiennent. Ils ne passent pas loin de réussir à lever des fonds, mais les marchés qui continuent de bouger dans le mauvais sens découragent les éventuels investisseurs. Fin août 1998, 2 semaines après le défaut russe, les professeurs ont perdu 2,35 milliards de dollars, la moitié du capital du fonds, dont 40% est leur propre argent. Merriweather demande l'aide d'un de ses amis, Vinnie Matoney, un ancien banquier de chez Bear Stearns. Matoney est tout l'inverse des professeurs, chemise ouverte, chaîne en or, bague aux petits doigts, Fat Tony quoi, le trader qui fait confiance à ses tripes plutôt qu'au modèle. Exactement, leur échange ressemble à ça. Vous en êtes où? Ben, on a perdu la moitié. Ah, vous êtes baisé. Mais n'importe quoi, il nous reste encore plus de 2 milliards. Une fois que tu perds la moitié, les banques intègrent que tu peux tout perdre. Elles vont pas vous aider, elles vont même parier contre vous. Elles vont arrêter de refinancer vos positions. Non, vous êtes fini. C'est assez glaçant. La suite de l'histoire, c'est que le responsable du bon fonctionnement de Wall Street, la branche new-yorkaise de la Fed, est obligé d'intervenir. Matoney a raison, mais il oublie un détail. En août 98, LTCM pèse 100 milliards de dollars pour un capital de seulement 2 milliards. Cela veut dire que les créditeurs du fonds, ceux qui ont prêté les 98 milliards restants, vont récupérer les positions perdantes d'arbitrage de LTCM. Or, ces créditeurs, ce ne sont pas moins de 50 banques d'investissement dont beaucoup d'entre elles sont déjà en grande difficulté. Il y a une véritable incertitude quant à la capacité des banques à absorber les pertes associées à la chute des professeurs. Je te renvoie vers l'épisode sur la faillite de Lehman Brothers si tu te rappelles plus de quoi je parle. Ah oui, non mais je vois très bien de quoi tu parles là. Too big to fail. C'est ça. Les banques sont parfaitement conscientes de ce problème, mais plutôt que de s'unir pour essayer de sauver LTCM, elles ont plutôt tendance à se bouffer le nez et à essayer seules de sauver leurs propres fesses.
La situation est assez étonnante. Les patrons des grandes banques d'investissement se livrent à une véritable bataille d'ego, chacun étant persuadé que sa banque est plus forte que les autres. Pourtant, la situation est claire. Si ne serait-ce qu'une des grandes banques de Wall Street est amenée à faire faillite à cause de LTCM, une deuxième suivra, ce qui provoquera la chute d'une troisième, puis d'une quatrième, etc. Les sorts de toutes les institutions financières sont irrémédiablement interconnectés parce qu'elles passent leur temps à se prêter et à parier les unes avec les autres. Or, une banque qui fait faillite, c'est une banque qui ne paye ni ses dettes, ni les paris qu'elle a perdus. Mais du coup, si LTCM s'est planté, enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a eu un effet domino là. Au moment de la faillite de Lehman en 2008, toutes les banques étaient encore là. Oui, parce que la Fed de New York a forcé les banques à s'entendre. Les professeurs ne sont pas passés loin de la banqueroute. Le 23 septembre 1998, après d'âpres négociations et de nombreux retournements de situation, LTCM, qui ne vaut plus que 400 millions de dollars, est racheté par un consortium de 14 banques qui y injectent 3,65 milliards de dollars de capital. Scholz, Merton, Merriweather, les professeurs et quelques autres partenaires, qui quelques mois plus tôt possédaient encore une fortune investie dans le fonds de 1,9 milliard, sont ruinés. Ah ouais, carrément, ruinés. Personne ne finit SDF, je te rassure. Tous, ou presque, ont eu une carrière qui leur a laissé le temps de s'offrir appartements et autres villas à droite et à gauche. Mais la grande majorité de leur fortune était investie dans le fonds, et cette fortune est définitivement perdue. Cependant, le plus riche, le plus arrogant des professeurs et le plus convaincu de la justesse des modèles qu'ils utilisaient, Larry Hillebrandt, pesant près de 500 millions de dollars à lui tout seul, se retrouve littéralement complètement ruiné. S'étant endetté pour investir dans le fonds, la faillite de LTCM ne lui laisse rien d'autre qu'une dette de 24 millions de dollars à rembourser. Merton et Scholz, qui un an auparavant étaient en Suède pour recevoir leur prix Nobel, s'en sortent avec une tâche indélébile sur leur parcours académique. Cela dit, ils conservent leur poste d'enseignant à Harvard et au MIT, et leur réputation n'est pas si entachée puisque leur modèle continue aujourd'hui d'être enseigné et utilisé par tous les financiers qui travaillent sur les marchés. Merriweather, de son côté, relance un hedge fund beaucoup plus modeste de 250 millions de dollars en 2000, fonds qui fermera au cours de la crise des subprimes après avoir perdu 44% de l'argent de ses clients. Eh ben, alors finalement, ils ont perdu combien en tout? Enfin, je veux dire, début 98, LTCM avait encore combien de milliards? Le fonds est passé de 4,7 milliards à 400 millions en 6 mois, soit une perte de 4,3 milliards de dollars. Perte qui ne s'arrête pas là puisque le fonds continue de perdre de l'argent après le rachat par le consortium. 800 millions de dollars supplémentaires sont perdus jusqu'en octobre 1998, moment où Alan Greenspan se décide enfin à baisser les taux directeurs de la Fed pour calmer les marchés. Pour finir sur une note encore plus amère, pendant la débandade de 98, les professeurs se sont battus bec et ongles pour essayer de sauver leurs fonds, pour essayer de convaincre les différents investisseurs, les différents clients potentiels, que leur position était intelligente, que le fonds avait de la valeur, que les marchés réagissaient de manière irrationnelle et que bientôt, les positions de LTCM vaudraient de nouveau des milliards. Or, quand on regarde ces deux graphiques qui résument les deux principaux paris du fonds, on peut voir que si LTCM était resté en vie, c'est seulement à partir de 2003 qu'il aurait fini par gagner de l'argent par rapport à ses pauses de début 98, 5 ans plus tard. Malheureusement, le fonds a été totalement liquidé par le consortium en 2000. Comme quoi, hein, les belles formules pour prédire les marchés. Alors que retenir de toute cette histoire? Le modèle de Black-Scholes et Merton est un modèle mathématique dont les hypothèses doivent être comprises. Les principales sont les suivantes. Chaque journée de trading porte une performance aléatoire, qui tombe à droite ou à gauche de la performance moyenne. La performance d'aujourd'hui ne dépend en aucun cas de la performance d'hier. Il n'existe aucune boucle de rétroaction, les marchés n'ont pas de mémoire. Chaque acteur sur les marchés financiers est un robot qui collecte toutes les informations disponibles, les analyse, calcule ses chances de gain et de perte et agit en conséquence de manière instantanée. Le temps de la collecte de données, de l'analyse, de la réflexion et de l'action est considéré comme nul. Seuls des calculs de probabilité rationnels sont utilisés pour prendre des décisions. La peur de perte potentielle ne l'emporte pas dans la prise de décision sur l'espoir de gain potentiel. Chaque produit financier possède un niveau de volatilité qui lui est propre et qui est invariable. On ne sait pas dire exactement à quoi cette volatilité fait référence et ni même pourquoi elle serait invariable. En revanche, l'utilité de cette invariabilité est centrale. Ça permet de dire que la distribution des performances futures aura la même forme que celle des performances passées. Grâce à l'hypothèse d'une volatilité invariable, le passé est représentatif de ce que l'avenir nous réserve. Les prix évoluent de manière continue. On passe de 10 à 9,9, 9,8, 9,7 et pas de 10 à 7. Les marchés sont également parfaitement liquides. Quel que soit le prix, il y a toujours un vendeur en face d'un acheteur et inversement.
Enfin, les marchés sont efficients. Chaque prix est issu d'une réflexion rationnelle à partir de toutes les informations disponibles. Il n'existe aucune tendance, aucune forme de courbe qui indique correctement que les prix vont s'en aller dans telle ou telle direction. L'évolution des courbes de prix n'est que le miroir de l'imprévisibilité des informations qui doivent néanmoins, on ne sait pas trop pourquoi, respecter le niveau de volatilité propre à chaque produit financier. Voilà à peu près ce qu'il faut avoir en tête à chaque fois qu'on utilise les maths de Black, Scholes et Merton pour décrire les marchés, et voilà pourquoi LTCM s'est planté. En finissant par croire que le monde doit se comporter comme le modèle, on en oublie que c'est le modèle qui doit se comporter comme le monde. Alors certes, les vieux modèles des professeurs ont été largement perfectionnés depuis. On sait pertinemment que la gaussienne minimise très fortement le risque d'obtenir des performances très négatives. On sait que des événements qui ne devraient apparaître qu'une fois tous les X milliards d'années frappent en réalité une fois tous les 3 ans, et les modélisateurs tentent d'en tenir compte. Mais le vrai problème n'est pas là. Le modèle de Black, Scholes et Merton doit se comprendre dans le contexte de la théorie économique orthodoxe sur lequel il se calque. Comme l'épargne est le seul moyen de financer les entreprises qui investissent dans l'économie réelle pour permettre la croissance, le marché est une machine intermédiaire obligatoire, machine qui ne doit surtout pas bloquer, qui doit à tout moment rester liquide. D'où l'importance des produits dérivés et des stratégies d'arbitrage qui permettent la couverture des risques et la poursuite d'intérêts multiples, ce qui permet d'avoir toujours un vendeur en face d'un acheteur. La justification de l'existence des produits dérivés, de l'effet de levier et de la spéculation à outrance se trouve dans la théorie économique. Une théorie qui malheureusement n'intègre ni la création monétaire par les banques, ni le financement de l'investissement par des entreprises par la réutilisation de leurs propres bénéfices, ni le danger des bulles spéculatives, ni le fait que la maximisation de l'utilité sur la base d'un calcul mathématiquement rationnel ne correspond pas au véritable comportement des gens. Or, il faut bien comprendre que le modèle de Black, Scholes et Merton a été construit sur ces fondations-là. En réalité, c'est toute la théorie financière qui est construite sur ces hypothèses. Pour éviter les futurs LTCM, les futurs Lehman, les futures crises financières, il faut remettre en question le rôle fondamental d'intermédiaire que la théorie économique orthodoxe accorde au marché financier. Il est faux de dire que seule l'épargne peut financer l'investissement. Face au réinvestissement des bénéfices et à la création monétaire, les marchés financiers ne sont importants que dans certains cas particuliers pour financer l'économie réelle. Les acteurs des marchés et les régulateurs doivent comprendre que la sacro-sainte liquidité, même si elle est importante, ne justifie pas toutes les stratégies, tous les produits dérivés, toute la spéculation. Parce qu'à force de chercher la liquidité à tout prix, les marchés forment des bulles spéculatives particulièrement dangereuses pour l'économie réelle. Or, si la formation de ces bulles est tout à fait explicable à partir du moment où on intègre au raisonnement la création monétaire et le véritable comportement humain, elle ne l'est absolument pas à partir de la théorie économique orthodoxe qui nie le rôle de la monnaie, ne veut voir que l'épargne comme source de financement et ne veut modéliser que des agents rationnels maximisateurs d'utilité qui ont toujours raison. Pour la théorie orthodoxe, l'apparition de bulles spéculatives est imputable au hasard, à la malchance et pas au fonctionnement même des marchés financiers. Pour conclure, si l'objectif est la compréhension du véritable fonctionnement des marchés financiers, de sa véritable utilité et de ses véritables dangers, alors c'est bien la théorie économique orthodoxe qu'il faut faire évoluer.